Bien sûr qu'on le veut, ce référendum. Bien sûr qu'on veut le voir, le savoir, si les Français avalent vos bobards. Parce qu'on a entendu quoi comme refrain toute l'après-midi? Justice sociale, équité, redistribution. Dans votre bouche, justice sociale. J'ignore si nous devons en rire ou en pleurer. Vous qui avez rejeté le congé de deuil ici il y a 15 jours. Vous qui, jeudi dernier, vous êtes opposés seul contre la gauche, seul contre la droite. Vous qui vous êtes opposés seul à des mesures en faveur des personnes handicapées. Vous qui avez fabriqué 400 000 pauvres de plus en un an, tandis que les plus riches récoltaient 4,5 milliards d'euros. La voilà, votre justice sociale. Dans votre bouche, justice sociale. Mais c'est le loup qui promet de devenir végétarien. D'ailleurs, le loup est sorti du bois. Vous l'avez vu, cette publicité d'AXA qui présente votre réforme. Avec la création d'une retraite à points, je cite le groupe financier, la baisse programmée des pensions retraite. Pour combler cette baisse, AXA offre bien sûr de cotiser un plan épargne retraite. La voilà la vérité. La voilà la vérité, proclamée par vos amis d'AXA, par vos amis de BlackRock. La voilà la vérité, déjà annoncée par François Fillon. Le système par points, ça permet de baisser chaque année le niveau des pensions. Le voilà le hold-up préparé, dans l'ombre, mené en procédure accélérée, avec vos amis financiers, vos amis qui vous financent. Un butin de 300 milliards, oui, ça fait saliver. Cette fois, il faut donc que le loup se déguise, que vous répétiez en boucle équité, dialogue, redistribution, justice sociale. Mais c'est comme chez Orwell, dans la novlangue d'Orwell, tous les mots se lisent à l'envers. Justice signifie bien sûr injustice. Non, nous n'avons pas confiance. Aucune confiance en vous. Les Français n'ont aucune confiance en vous. Et vous le savez. C'est pourquoi vous allez refuser ce référendum. Parce que vous voulez bien les entendre, les financiers, mais pas les Français. Vous mettez en œuvre un système qui va être tout sauf universel, qui va être hyper individuel. Ça va être chacun pour sa fiole. Pourquoi? Parce que les Français ne vont pas seulement cotiser pour leur retraite. Il va falloir qu'ils payent pour avoir une retraite. Il va falloir qu'ils payent. Et de ce point de vue, l'étude, la publicité d'AXA est plus éclairante que vos 1000 pages d'études d'impact. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit aujourd'hui, les 25 meilleures années sont prises en compte pour les salariés du privé. Demain, l'ensemble des années travaillées depuis le début de carrière sera pris en compte. Conséquence, par la création d'une retraite en points, il y a la baisse programmée des futures pensions. Et c'est là qu'on a le petit cochon, les petites pièces, on a la petite calculatrice. Monsieur Ruffin, l'article 9 de notre instruction générale interdit de brandir des documents ou ce type de dossier publicitaire. Je vous informe de ce que publient vos amis d'AXA, Monsieur le Président. Vos amis d'AXA font une publicité, je ne la brandis pas comme ça, je la lis simplement. Et elle dit quoi? Alors lisez-la. Je la lis, Monsieur le Président. Et après nous avoir montré cette petite pièce, ce petit cochon, cette petite calculatrice, elle nous dit quoi? Vendre des contrats épargne retraite. Et ça fait une grande cohérence avec l'ensemble de votre projet dans ce mandat, puisqu'on nous dit la loi Pacte vise à donner plus d'attractivité à l'épargne retraite par la création d'un nouveau produit, le plan épargne retraite. Il y a une vraie cohérence entre la loi Pacte et votre régime pseudo-universel, en vérité hyper individuel. Heureusement qu'on a AXA. Heureusement qu'on a AXA pour nous dévoiler la réalité de votre projet. Et en une publicité qui tient en une page, c'est beaucoup plus clair que vos 1000 pages d'études d'impact. Je me trouvais tout à l'heure à la manifestation où défilaient les avocats et le syndicat des avocats de France, en compagnie des danseurs de l'opéra, en compagnie de tous les syndicats. Et c'est pour cette raison que je vous renouvelle ma proposition, ma porte de sortie. Votre collègue Éric Pouillat le disait lui-même, dans Marche, c'est le gouvernement qui a fait le choix de déposer le texte à ce moment-là, juste avant les municipales. Quelle urgence y avait-il alors qu'il faut se donner le temps sur une réforme aussi essentielle? Et voilà pourquoi je propose cette porte de sortie au gouvernement. Suspendez les débats jusqu'aux municipales. Remettez une étude d'impact que le Conseil d'État ne jugera pas insuffisante, avec des projections financières lacunaires, un flou sur l'âge de retraite, de départ à la retraite, sur le taux d'emploi des seniors, sur les dépenses d'assurance chômage. Renoncez à votre procédure accélérée et je suis convaincu que sur ces bases saines, un débat à la hauteur de l'enjeu s'engagera sur tous les bancs, de la majorité comme des oppositions.
Les retraites méritent mieux que ce travail bâclé. Bâclé durant les négociations, bâclé devant le Conseil d'État, bâclé devant l'Assemblée. Comme l'indique le Conseil d'État, la situation est d'autant plus regrettable qu'il s'agit d'une réforme inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir l'une des composantes majeures du contrat social. Alors, suspendez, comme le demande votre collègue, jusqu'à après les municipales, qu'on ait à ce moment-là un débat serein et que, quelles que soient les opinions sur cette réforme, permettez que le débat se déroule avec les partenaires sociaux, avec les parlementaires, sans la pression d'un compte à rebours comme d'un pistolet sur la tempe. Acceptez cette voie sortie, Monsieur le ministre. Je veux souscrire à l'appel de sortie par le haut prodigué par mon copain Ruffin. La conférence de financement a un calendrier qui va la pousser jusqu'à fin mars, début avril. Les discussions sur la pénibilité renvoient à des accords de branche, rendent difficile la définition de pénibilité pour les métiers, et il semble qu'il faille encore beaucoup travailler pour être en situation de nous donner quelques éléments vous permettant d'attester que la pénibilité est prise en compte. Les projections financières sont pour le moins lacunaires, le Conseil d'État l'a dit, l'étude d'impact est venue en témoigner. Vous êtes enlisé, pour ne pas dire embourbé, pour ne pas dire enquisté dans un débat parlementaire qui ne prospère pas. Et pendant ce temps-là, le mouvement social continue de prospérer, le mécontentement continue de gronder et vous ne savez pas comment en sortir. Faites une pause, suspendez, laissez les discussions se dérouler, reprenez langue avec l'ensemble des groupes parlementaires. Tenter de renouer un dialogue avec les organisations syndicales que vous avez humiliées à chaque étape de la non-concertation. Et puis faisons le point après ce moment démocratique que représenteront les élections municipales. En plus, je pronostique, moi, qu'au municipal, vous allez prendre une claque sans précédent, immense, monumentale, à Paris comme ailleurs d'ailleurs. Et que ça devrait être de nature donc à vous aider à continuer à réfléchir et peut-être à réorienter votre politique, parce que vous étiez parti en disant on a une jambe gauche, on a une jambe droite. Désormais, vous êtes avec deux jambes droites à vous faire des croche-pieds chaque jour qui passe un peu plus. Donc voilà, répondez à cette proposition de raison de mon collègue Ruffin pour vous en sortir par le haut ou pour vous en sortir tout court. Il y a eu la vente de blues, il y a eu le haka, mais dans ma ville à Amiens, les avocats ont cadenassé aux grilles du palais de justice. Et il y a cette phrase là, dans un article qui vient de sortir du Courrier Picard, entre les avocats et la garde des Sceaux Nicole de Belloubet, le divorce semble à ce point consommé qu'il a suffi que la ministre de la Justice publie un communiqué dans lequel elle appelait à la responsabilité de chaque avocat au sein de son barreau pour mettre fin à un mouvement de grève qui dessert la profession et le service public pour que la protestation reprenne de plus belle. Le barreau d'Amiens, 300 avocats, s'est remis en grève, à la fois les jeunes Turcs de la profession et les aînés. Pourquoi? Pour éviter une dégradation. Et ça a quelle conséquence? Ça a une conséquence d'un blocage de la justice dans ma région et dont on estime que les conséquences iront jusqu'en 2021. Donc vous voyez bien que le blocage, il n'y a pas un blocage seulement dans cette Assemblée. Aujourd'hui, il y a un blocage dans le pays, il y a un blocage dans la justice de ce pays. Je veux remettre sur le tapis, et j'aimerais qu'on ait une réponse du gouvernement, le bruit circule de plus en plus d'un recours à un 49.3. J'aimerais qu'on ait une réponse du gouvernement et j'aimerais dire qu'il y a une alternative entre des mois de débat comme ça et un recours au 49.3 brutal. Quelle est cette alternative? C'est de faire ce que vous demande votre collègue Éric Pouillat, qui est député d'En Marche, et de dire que nous faisons une suspension de cette réforme de retraite jusqu'à après les municipales, que vous revenez avec une étude d'impact que le Conseil d'État ne jugera pas avec un grand flou, lacunaire, des projections financières inexistantes, que vous reveniez avec une base qui nous permette de travailler sur un socle sérieux, de manière à ce que cette réforme
qui est quand même, ce système de retraite existe depuis plus de 70 ans, depuis 1945. On ne voit pas la nécessité de faire en procédure accélérée, en toute urgence, une réforme, alors que ce système de retraite existe. J'aimerais une réponse du gouvernement sur ce point, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur Ruffin. Ça fait la 3e fois que vous nous proposez ce scénario-là. On l'a bien compris. Je vous redis le blocage que ça produit aujourd'hui dans ma ville, à Amiens, mais j'imagine que c'est le même chez les vôtres. On lit ceci. À chaque fois, juges, procureurs et greffiers préparent les dossiers comme si de rien n'était et le font pour rien. Les dossiers renvoyés rejoignent ceux déjà programmés jusqu'à la fin de l'année, alors qu'on sait que cette justice est déjà engorgée. On dit que les audiences deviennent surnuméraires, ce qui signifie qu'il faudra les repousser parfois jusqu'en 2021. Voilà l'état dans lequel cette réforme, rajoutée à la réforme de la justice, ça met la justice à mal. Un divorce qui est tellement prononcé entre la ministre de la Justice et les avocats et le monde judiciaire, sans doute, qui fait que Mme Belloubet est annoncée sur le départ du gouvernement. Mais vous avez dit, Monsieur le Président, ça fait 3 fois que je présente mon scénario. Je suis désolé, Monsieur le Président, tant que je n'aurai pas de réponse, je présenterai mon scénario une 4e fois, une 5e fois, une 6e fois, une 10e fois, une 20e fois. Monsieur le ministre, est-ce que vous comptez recourir au 49.3 ? Est-ce qu'on va avoir des mois de débat ou est-ce que vous acceptez, vous imaginez, vous envisagez la porte de sortie qui proposée, c'est-à-dire de suspendre le débat, de les amener à après les élections municipales, comme le réclame votre collègue En Marche, Éric Pouillat, et de dire qu'on revient avec une étude d'impact qui soit une étude d'impact fiable et non pas jugée insincère par le Conseil d'État, qui nous permette de travailler sur un socle sain pour avancer dans ce débat et sur cette réforme qui concerne des millions de Français et sur quelque chose de très ambitieux. Il faut reconnaître l'ambition du gouvernement. Je vous remercie. Clarté, prévisibilité, c'est ce qu'on pourrait souhaiter. Et je pense que c'est tout le problème du texte qu'on examine aujourd'hui. Si jamais le Conseil d'État avait rendu un avis où il disait voilà, tout roule, on n'en serait pas là à construire un système de retraite sur un socle qui paraît bien miné. Mais quand il y a un avis du Conseil d'État qui est aussi critique sur vos projections financières lacunaires, sur votre étude d'impact insuffisante, sur le flou sur l'âge de départ à la retraite, sur le taux d'emploi des seniors, sur les dépenses d'assurance chômage, on voit que la discussion est pour le moins mal engagée. De même, quand le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes dit on ne sait pas ce que ça va donner en termes de prévisibilité, on ne comprend rien, on ne voit pas ce qu'il va y avoir à la sortie. On voit quand même qu'il y a un problème. Quand on vous dit que comment vous allez faire avec votre jeu de bonneteau là, on passe de 14% du PIB à 12,8% et en mettant des centaines de milliers de retraités supplémentaires et pourtant vous nous garantissez que les retraites, elles vont être stables, comment vous faites ? C'est une règle de 3, mais elle est incompréhensible. Il y a un X. Alors, je l'ai dit, je le répète, mais AXA a très bien compris votre réforme. L'Ampère a très bien compris votre réforme. J'ai appelé un conseiller AXA. Et il m'a dit, oui, la retraite à points, nécessairement, ça conduit à la baisse. C'est politique, tout le point politique se fait sur les fonctionnaires, mais ça va être vrai pour les salariés du privé qui vont avoir une différence de pension, c'est sûr. Et de me vendre dans la foulée un contrat d'épargne retraite, parce que grâce à la loi Pacte, il me dit, c'est la solution la plus simple, et pour ça, le gouvernement vous donne une petite déduction d'impôt, c'est toujours bon à prendre. On voit bien que, en tout cas, AXA, l'Ampère, BlackRock ont bien compris que votre réforme conduit à la baisse des pensions de retraite qui sera comblée. On nous dit par quoi, monsieur, en fait, achetez une assurance privée, faites de la capitalisation. Merci, monsieur Ruffin. Merci. J'ai un rappel au règlement, monsieur Fuchs. Oui, sur la base de l'article 58, alinéa 3. On entend monsieur Ruffin depuis plusieurs jours faire la promotion d'AXA, faire la promotion de BlackRock. Et donc, j'en appelle aux déontologues. Je pense qu'il y a aujourd'hui un accord particulier entre AXA et M. Ruffin, dont M. Ruffin fait une promotion éhontée, et j'en appelle aux déontologues. Quand il y a des accusations de cette nature-là, on aimerait bien que soit prouvé entre moi et l'AXA le moindre lien. Ce n'est pas le cas dans cette Assemblée pour tous les membres de cette Assemblée. Ce n'est pas le cas pour tous les rapporteurs. Et
si vous voulez aller sur ce terrain-là, on peut y aller plus directement. Parce que moi, je n'ai aucune action chez AXA. Je n'ai jamais travaillé chez AXA. Je trouve votre mise en cause tout complètement déplacée venant de vos bancs. C'est la première chose. La deuxième chose, qui a installé BlackRock à l'Élysée? Vous avez installé BlackRock à l'Élysée. Vous avez laissé les clés de BlackRock. Oui, vous avez laissé les clés de BlackRock. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas terminé. Pour fait personnel, pas pour lancer de nouvelles accusations à la volée. Donc on a bien compris le fait personnel. Finissez sur le fait personnel. Eh bien, que soit démontré mais le moindre de mes liens avec AXA, BlackRock, Lampert et compagnie. Quant à M. Ruffin, si je l'ai heurté, je m'en excuse, réellement, ce n'était pas le sens. Mais je m'interrogeais juste, dans cet hémicycle, vous êtes les seuls à faire la promotion des fonds de pension et à parler toujours des mêmes sociétés. Donc, je vous demande juste la raison pour laquelle vous faites ça. On réclame de la clarté contre le grand flou que dénonce le Conseil d'État lui-même. Là, nous est répondu que, certes, on va baisser la part des retraites dans le PIB, certes, il va y avoir des centaines de milliers de retraités supplémentaires, mais tout ça va être résolu grâce au miracle de la croissance. On nous dit que le PIB va doubler. D'abord, depuis que je suis né, je n'entends que ça. Croissance, croissance, croissance. J'étais dans le ventre de ma mère et on me promettait déjà la croissance. Et ensuite, le but n'est pas aujourd'hui de faire grossir le gâteau, mais de se demander comment on répartit ce gâteau et comment on fait pour que ce gâteau soit moins pourri. Mais on voudrait de la clarté aussi sur ceux qui vont gagner. Ceux qui vont gagner, c'est AXA, c'est Ampère, c'est BlackRock. J'aimerais, si vous protestez, j'aimerais que vous répondiez à AXA, que vous dénonciez leur publicité, que vous passiez un message auprès de toutes les agences AXA du pays et que vous disiez non, il n'y a pas une baisse programmée des pensions de retraite. C'est frauder que de dire qu'il va y avoir cette baisse et de vendre en échange des points de retraite. Mais adressez-vous à vos amis d'AXA, adressez-vous à vos amis de BlackRock et dites-le. Non, je n'ai pas terminé mes 2 minutes. Nous pensons que le loup se déguise et que vous en êtes les complices. J'ai été mis en cause sur ma probité pour mes liens avec AXA. Nous avons ici un rapporteur qui possède 13 836 parts chez AXA pour un total de 358 000 € et un dividende de 7 000 € par an. Est-ce que ça n'est pas un conflit d'intérêts? Est-ce que c'est nous qui avons des liens avec AXA et les assureurs du brevet, ou bien est-ce que c'est vous? On vient il y a peu d'évoquer ce problème d'assurance d'AXA. Je ne vois pas comment le député Ruffin peut encore évoquer ce problème qui n'a rien à voir qui n'a absolument rien à voir avec le texte qu'on est en train d'examiner. C'est vraiment du harcèlement. C'est incroyable qu'on en arrive à discuter encore de ces problèmes-là, alors que les problèmes de fond, mes collègues précédents l'ont dit tout à l'heure, on n'a pas encore commencé à étudier le vrai problème sur les retraites. Je vous remercie pour ce rappel au règlement. Il n'y a de mon côté aucun harcèlement, je suis accusé de harcèlement. Il n'y a aucun harcèlement, simplement nous voyons le lien entre la baisse programmée des pensions de retraite que veut ce texte, la loi Pacte et le fait qu'en effet AXA, BlackRock et compagnie vont y gagner. Et je le redis, il y a des intérêts ici, oui, il y a des intérêts, il y a des liens entre des personnes ici et chez AXA. Et je pense que ça pose problème quand on est en responsabilité. Je sais la qualité du travail qui est fourni par le personnel ici, donc je ne doute pas que les propos de M. Fuchs me mettant en cause sur des conflits d'intérêts soient inscrits au procès-verbal. J'espère qu'il en apportera les preuves devant la présidence de l'Assemblée nationale. Et moi, je vous dis que plutôt que de chercher la paille que vous ne trouverez pas dans mon œil, vous ferez mieux de regarder la poutre des conflits d'intérêts qui se trouvent dans celle de la majorité. Il y a 2 semaines, le président Macron vous recevait à l'Élysée. Et, citant Charles Maurras, penseur nationaliste d'extrême droite, il évoquait votre divorce entre le pays légal et le pays réel.
entre le pays légal où vous êtes en extrême majorité ici, sans difficulté, et un pays réel où vous êtes en petite minorité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et je pense que ça devrait vous alerter. Ça devrait vous alerter. Là, vous n'êtes plus seulement fâché avec les gilets jaunes. Vous n'êtes pas seulement fâché avec les cheminots. Vous n'êtes pas seulement fâché avec les électriciens. Vous n'êtes pas seulement fâché avec les gaziers. Vous n'êtes pas seulement fâché avec les 2/3 des Français facilement qui rejettent cette réforme, mais désormais vous êtes même fâché avec les avocats. Quand même, à un moment, est-ce que ce divorce, y compris pour mettre en colère les avocats, ça ne vous alerte pas? Quand est-ce qu'un voyant rouge va s'allumer en vous disant « nous mettons trop le pays en tension ». Dans ma ville d'Amiens, il y avait une grève des avocats, évidemment, et voilà qu'elle est repartie de plus belle. Les avocats sont repartis de plus belle, ils ont rejoint, nous dit-on, les avocats des barreaux de Laon et ainsi de suite, pour entrer dans une grève dure suite aux propos de Madame Belloubet. Quand, quel voyant va s'allumer, vous direz « stop, nous mettons trop le pays en tension ». Quand? Je vous remercie, Monsieur Ruffin. On soutiendra bien sûr cet amendement qui veut inscrire dans la loi le fait qu'il n'y ait pas de possibilité d'une régression des droits des assurés. Car, en fait, on a la garantie qu'il va y avoir une régression des droits des assurés. Et c'est simple pour les Français de comprendre. Il y a un jeu de bonneteau, vous allez avoir des heures et des heures pour nous l'expliquer. On a 14% du PIB aujourd'hui qui est consacré aux retraites. Vous dites, on va passer à 12,8%, même s'il y aura des centaines de milliers de retraités supplémentaires, et pourtant, les retraites ne vont pas baisser. Je vous assure que pour expliquer cette quadrature du cercle aux Français, il va falloir que vous fassiez énormément d'efforts. Évidemment, quand vous nous parlez de ça, c'est un mensonge. Et dès qu'on lit une publicité des assureurs, on voit apparaître l'inverse. J'ai cité la publicité d'AXA dans cet hémicycle qui indique bien qu'il va y avoir une baisse, suite à votre réforme des retraites, qu'il va y avoir une baisse marquée, c'est indiqué, baisse programmée des futures pensions. Mais si AXA ne suffisait pas, si les félicitations de BlackRock ne suffisaient pas, je trouve, oui, il y a... mais attendez, comment ça se fait que BlackRock s'est installé à l'Élysée? Comment ça se fait que vous avez laissé les clés de l'Élysée à BlackRock? Non, il n'y a pas de arrête, monsieur. Il n'y a pas de arrête. Comment ça se fait que BlackRock a eu le salon du Premier ministre, de là où se déroulent les trucs avec le gouvernement? Comment ça se fait que vous avez laissé les clés de ça à BlackRock? Pas une seule fois la Fondation Abbé Pierre n'a eu accès à cet endroit, et encore moins on lui a dit « venez vous installer, venez faire votre congrès là ». Pas une seule fois l'Association des paralysés de France n'a eu ça. Comment ça se fait que BlackRock l'a eu? Donc BlackRock vous a adressé ses félicitations, mais... c'est pas dans le texte. Bah oui, évidemment, vous mettez pas BlackRock dans le texte. Vous auriez mis BlackRock dans le texte, ça aurait été un peu gros pour tout le monde. Évidemment, vous mettez pas BlackRock dans le texte. Vous le cachez, BlackRock. BlackRock, il est sous le tapis, il est sous la justice sociale, il est sous l'universalité, il est sous l'équité. Voilà ce qu'il y a là-dessous. Il y a évidemment BlackRock. Monsieur Ruffin, merci. Tout le monde a l'impression de livrer des combats importants, mais nous ne parlons qu'à nous-mêmes, là. Les Français, dans notre mode de fonctionnement, mais ils se demandent si on est des extraterrestres, là. On livre des combats homériques sur des mots universels, inéquitables, mais vis-à-vis de l'extérieur, mais le Parlement ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait ici? Oui, qu'est-ce qu'on fait ici? L'absurdité de ce Parlement, vous semblez la découvrir maintenant, monsieur le rapporteur. Mais moi, je la vis depuis 3 ans maintenant. Oui, le constitutionnaliste Jean-Claude Colliard dit ceci. Il est devenu faux de dire que le Parlement fait la loi. Aujourd'hui, les cabinets préparent les projets. Il serait donc plus juste d'affirmer que désormais le Parlement vote la loi et tout ce qu'on fait en ce moment, nous dit-il, c'est le temps de l'habillage démocratique. Qu'est-ce que c'est? C'est que
il y a une décision technique qui est prise, et qu'est-ce qu'il faut derrière? Il faut lui donner une sanction politique, un habillage démocratique, et c'est le temps du Parlement. Et c'est le temps où on doit faire semblant qu'en effet, ici, nos amendements ont des chances de passer. Tout le monde le sait. À droite, ils le savent qu'ils n'ont aucune chance que ça passe. À la France Insoumise, on sait que ça n'a aucune chance que ça passe. Au Parti communiste, on sait que ça n'a aucune chance que ça passe, parce que ainsi le veut le fonctionnement de la Ve République. Ainsi le veut le fonctionnement d'un hémicycle où il y a une majorité pléthorique et automatique.